Bonjour tout le monde, bienvenue à La Nature de l'enfance. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai reçu Laura Contente, une ostéopathe spécialisée en santé de la femme. Avec elle, on a pris un moment que j'espère vous allez trouver réconfortant, accueillant. On avait envie ensemble de vous offrir un moment pour aller aborder la santé de la femme comme une priorité. Donc, je vous souhaite à toutes, à tous, une très bonne écoute. Allô Laura! Bonjour! Ça va bien? Oui, merci. Merci d'être là aujourd'hui. Merci à toi pour l'invitation. Ça me fait vraiment plaisir. Je le sens, puis je vais le nommer tout de suite. Laura Contente, tu es ostéopathe. Et aujourd'hui, on va parler de la santé des femmes, du prendre soin des femmes. Puis, je viens de te le dire, on dirait que l'épisode d'aujourd'hui, je sens que la vibe va être un peu différente parce que l'objectif, c'est vraiment que chaque personne qui va écouter cet épisode-ci se sente vue, ressente qu'on veut prendre soin d'elles, ou qu'on veut les amener à prendre soin d'elles. Alors, j'espère vraiment que c'est ce qu'elles vont sentir. Puis merci d'être là pour participer à ça, pour nous amener dans cette réflexion-là. Laura, tu es ostéopathe, je t'ai rencontrée vraiment un peu par hasard dans mon parcours parce que tu remplaçais une ostéopathe que je voyais déjà. J'ai comme envie de croire qu'il fallait qu'on se rencontre, ça a connecté dès le début. Et puis, veux-tu commencer en nous disant ce que c'est un ostéopathe? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? Alors ça, c'est une grande question. L'ostéopathie, pour revenir à quelque chose d'assez simple, c'est une thérapie manuelle. Déjà, on part de là. C'est une thérapie manuelle où on part du principe que dans le corps, toutes les structures sont liées les unes aux autres de manière directe, comme le doigt avec la main, ou plus ou moins directe, le pied et le dos. Dans tous les cas, tout est lié. Et pour que ça fonctionne bien, il faut que ça bouge bien. Voilà, donc on part de ce principe-là. Et puis, ce qu'on fait dans les faits, c'est qu'on pose nos mains, on regarde comment est-ce que ça fonctionne, et on voit quelles sont les zones, on sent avec nos mains, on touche quelles sont les zones qui sont denses, qui sont restreintes, qui sont raides, et qui mériteraient d'être plus souples, pour permettre un meilleur fonctionnement, une meilleure circulation des fluides, une meilleure circulation nerveuse aussi. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on fait dans les faits, dans la consultation. Puis, on a toujours la philosophie ostéopathique qui nous guide. Et dans la première idée, c'est de partir du principe qu'on est une thérapie holistique, donc globale. C'est-à-dire que le symptôme fait partie du portrait de l'ensemble de la personne, c'est pas tellement ce qui nous intéresse le plus. L'idée, c'est de savoir pourquoi est-ce que ce symptôme il est arrivé là, pourquoi est-ce que le corps n'arrive pas à faire en sorte de retrouver lui-même son équilibre, qu'est-ce qui le gêne. Donc, il y a ce qu'on va retrouver nous dans le corps, mais il y a aussi toute la réalité de la personne qui nous intéresse. Dans quel état de fatigue elle est en ce moment, pourquoi est-ce qu'elle en est là, quel travail elle fait, quelles sont ses habitudes, enfin, voilà. C'est le principe de la thérapie globale. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on se sent accueilli en général. Comme c'est pas juste pour un symptôme quand on va te voir, on se sent vu dans notre entièreté. Puis, dans une vie qui va vite, dans une vie de maman, dans une vie de personne qui veut accomplir toutes sortes d'affaires, c'est rare qu'on peut ressentir ça. Fait que c'est vraiment précieux ce que tu fais, ce que tu offres. Puis là, je rebondis sur ce que tu dis parce que pour moi, ce mot-là, c'est un mot qui est assez important. Là, quand tu parles d'accueil, c'est toujours, je fais attention à me mettre dans cette posture d'accueil. Okay. Je vous accueille comme vous arrivez, comme vous êtes à ce moment-là. Et c'est l'accueil de qui vous êtes, mais c'est aussi la même chose une fois que vous êtes allongé sur la table, si tu veux, dans nos mains. C'est ce qu'on fait aussi, on accueille déjà ce qui est là sans avoir l'intention déjà de modifier quoi que ce soit. C'est rien que le fait déjà de regarder et d'écouter. Qu'est-ce qui se passe? C'est drôle parce que, tu sais, moi, ça m'amène tellement à voir la perception, le parallèle avec ce qu'on souhaite pour nos enfants. C'est drôle, c'est sûr que moi, j'ai une déformation, là, je vois ça partout, là, mais
tu sais, d'être dans cette posture-là d'accueil avec nos enfants, ou quand tu parles du symptôme, mais c'est, mettons, le comportement difficile, mais c'est pas le comportement qui nous parle tant que ça, c'est comme d'aller voir qu'est-ce qu'il y a derrière, pourquoi on en est venu là, pourquoi on a perdu l'équilibre, qu'est-ce qui marchait puis qui marche plus maintenant. Mais dans le fond, là, toi, tu l'accordes, mais au corps. Puis, ben, souvent ici, je dis, tu sais, que pour les parents, il faut que ça parte d'un espace plein. Pour être capable de répondre aux besoins de nos enfants, il faut que nous, on ait nos besoins répondus. Comment ça se fait, ça? Comment on y arrive de répondre à nos besoins à nous, tu sais? J'ai l'impression que toi, ben, c'est vraiment quelque chose que tu offres aux gens qui viennent te voir. Puis je rebondis quand tu parles du fait justement de s'adapter en permanence. C'est aussi ce qu'on cherche, la capacité d'adaptation. C'est ce qu'on cherche dans notre corps, d'être capable de s'adapter aux contraintes externes et internes pour pouvoir retrouver. Le corps est capable de retrouver son équilibre à condition qu'il ait ces capacités-là. Et puis, il y a la notion aussi, tu l'as abordé, de temporalité, c'est-à-dire que parfois, c'est pas le moment. Et de prendre ce recul, de dire j'en suis où là dans ma jauge d'énergie, j'en suis où dans ma jauge de stress, peu importe. C'est aussi relativiser et de se dire est-ce que là, c'est le moment d'engager ce projet, d'aller mieux. Est-ce que j'ai cette énergie à dépenser pour mettre en place de nouvelles habitudes? Voilà, c'est aussi ça l'idée, c'est de se repositionner par rapport à quels sont nos besoins, les écouter, puis savoir par quoi on va commencer pour ne pas non plus se mettre trop de pression. Oui, pour pas que ça soit une autre liste à cocher. Là. On peut pas tout faire. Et déjà, de l'avoir écouté, souvent, il se passe des choses. Ouais. Puis, dans le fond, à la base aussi, une des choses qui m'avait, comme quand je disais qu'il fallait que je te rencontre, tu as travaillé au sein d'un groupe multidisciplinaire quand tu étais encore en Europe. Vraiment tout autour de la santé de la femme et spécialement autour de l'endométriose, maladie chronique dont je souffre depuis toujours et dont personne ne m'a jamais donné d'explication. Dans le fond, on a compris que je souffrais de cette maladie-là d'une manière, tu sais, au stade avancé quand j'étais en fertilité. Mais ça a comme été une information parmi tant d'autres. Et personne ne pouvait me renseigner davantage ou m'informer sur ce que ça avait comme conséquence sur ma vie, comment je pouvais faire pour me faire du bien à travers ça, parce qu'une maladie chronique, ben, ça nous accompagne à tous les jours, ça vient avec des douleurs chroniques et autre chose. Donc, cette journée-là où je suis tombée sur toi par hasard, j'ai aussi réalisé que tu étais une spécialiste de l'endométriose qui m'était comme... Mais j'aurais envie que tu nous dises quelques mots sur ce groupe-là avec lequel tu travaillais. Moi, je suis ostéopathe depuis plus de 10 ans. Et puis, quand j'ai ouvert mon premier cabinet, je recevais tout profil de clients. Et puis, j'ai eu mon premier enfant. Et là, c'est comme si ça m'avait ouvert un monde. Tellement de choses. Et puis, voilà, je me suis sentie beaucoup plus appelée et sensibilisée pour tout ce qui était problématique féminine. Donc, je me suis plus formée aussi, plus informée, et j'ai commencé à recevoir de plus en plus de femmes. Et je dois dire que c'est les femmes qui m'ont parlé d'endométriose. Moi, j'en avais pas franchement entendu parler pendant mes cours ou rapidement. Donc, j'étais d'abord confrontée à leurs problématiques en direct, à leurs douleurs. Et puis, j'ai eu l'occasion de rencontrer mon gynécologue, en fait, avec qui on a commencé à discuter. Et lui, il avait pour projet de développer une prise en charge globale pour justement prendre en charge la femme dans sa globalité et pas seulement ses symptômes. Lui, il avait aussi cette sensation de ne pas répondre à l'ensemble des besoins des femmes quand il les recevait, en fait. Puis il avait vraiment envie de créer cette équipe pluridisciplinaire, il était convaincu qu'on pouvait faire quelque chose autour de ça. Donc on s'est retrouvés dans ces idées-là, et puis finalement il m'a proposé de rejoindre son équipe. Et là, on a construit, donc lui avait son équipe de médecins, puis on a construit une équipe avec plusieurs professionnels de santé, diététiciennes, psychologues, sage-femme, sophrologue, kiné, ostéo. Et donc c'est ça, l'objectif c'était de prendre en charge la personne, puis d'imaginer quelles seraient les meilleures prises en charge. Et on avait 2 profils principaux, c'était la périnatalité, donc grossesse postpartum,
et l'endométriose. OK. Et dans le cadre de l'endométriose, on a pu créer ce qu'on appelle un programme d'éducation thérapeutique en France. Et donc l'idée, c'est justement d'apprendre à donner des clés, donner de l'information pour autonomiser la personne et puis qu'elle puisse répondre à ses Ouais. besoins. Mm. Parce qu'ici, en tout cas, c'est vraiment... Moi, j'ai la sensation que c'est quelque chose qui est très, très méconnu, probablement à cause de mon histoire aussi. Mais, tu sais, dernièrement, on a su qu'il allait avoir un centre de recherche à Montréal qui allait être ouvert. Mais, tu sais, c'est quelque chose de nouveau. Il y a quand même une femme sur 10, si je me souviens bien, qui souffre d'endométriose. Ce qui fait que c'est beaucoup, là. Donc, il faut en parler. Puis, tu me nommais aussi tantôt avant d'arriver, mais tu sais, on a l'impression qu'aller parler de la santé des femmes, d'aller aborder ces sujets-là, il y a quelque chose quasiment de militant, parce que il faut comme se battre pour montrer que ça a de l'importance, que ça a de la valeur, qu'il faut continuer d'en parler sans arrêt, puis que ça fait comme partie des différentes luttes pour les femmes, tu sais. Des fois, quand j'en parle, il y a des amis qui me disent, si c'était des hommes qui avaient ces saignements-là puis ces douleurs-là depuis tout le temps, on aurait clairement investigué avant ça, tu sais. Donc... ça, on en avait discuté. J'ai bon espoir. C'est récent, mais on commence quand même franchement à s'intéresser à la santé des femmes. Alors, il va falloir quelques années pour rattraper tout ce qu'on a déjà fait pour la santé des hommes. Mais il y a des choses qui sont en train de se faire. Et c'est sûr que ça va passer aussi par la responsabilisation de chacune. C'est quand je parle de responsabilisation, c'est ça l'engagement, c'est que chacune décide de faire d'elle une priorité. Ouais. Ben, le besoin, le bien-être individuel aussi au service du bien-être collectif. Quand chacune, on prend soin, on prend le temps de prendre soin de soi, qu'on voit les effets que ça a, ben, ça nous permet aussi d'aller nourrir plus grand que nous-mêmes. Exactement. C'est ça. Puis ça me fait rebondir quand tu parlais de l'endométriose et puis du groupe de recherche. C'est vrai que quand moi je suis arrivée ici, j'ai été surprise, mais parce que ça faisait déjà 2-3 ans qu'on parlait presque tous les jours d'endométriose. Donc c'est vrai qu'en arrivant ici, on en parle beaucoup moins. Ouais. Donc je me suis interrogée, puis j'ai été voir un petit peu comment ça se passait sur les groupes de personnes qui en souffrent, sur les différents réseaux sociaux. Et souvent, ce qui ressort, c'est bien sûr le besoin du diagnostic, mais c'est aussi cette idée selon laquelle, finalement, les seules prises en charge qui fonctionneraient, ce serait la prise en charge médicale ou la chirurgie. Ouais. C'est vrai que c'est des options, mais il y a tout le reste. Et quand on parle de qualité de vie, de douleur chronique, c'est souvent tout le reste qui va aider. Au quotidien, là, c'est ça qui fait une grande différence. Ouais. Parce que justement, c'est ça, tu sais, aujourd'hui, on a envie de mettre de l'avant tout ça. C'est, tu sais, ce que ton accompagnement auprès des femmes de manière quotidienne, ben, ça te fait prendre conscience de plusieurs choses qui ressortent parce que tu es toujours en contact avec des mamans, des nouvelles mamans, des futures mamans. Puis, il y a des choses qui ressortent là-dedans dans toute cette étape qui est une transformation immense. Il y en a qui nomment ça la matrescence. C'est une période de transition, d'adaptation, de découverte qui peut être super challengeante, qui est super belle. On dirait qu'on essaie de remettre tout ça dans des cases, qu'il y a des nouvelles cases qui apparaissent, qu'on sait plus trop. Donc, ben, on avait envie de remettre, tu sais, il y a des choses que toi, tu as vraiment observé avec ton accompagnement. Fait qu'est-ce qui ressort de ça? Je pense que tu m'avais nommé tu sais, qu'il y avait vraiment un grand désir de créativité, puis d'aller nourrir différentes parts. C'est ça, quand on avait discuté. Moi, les 2 profils avec lesquels j'aime beaucoup travailler, c'est vraiment la périnatalité et les douleurs chroniques. Parce que je trouve que dans ces 2 cas, il y a un rapport au corps intense, éprouvant, mais qui est aussi une belle occasion de voir son corps différemment, de se reconnecter, parfois on peut dire de se réconcilier, que ce soit pour le postpartum ou pour justement la douleur chronique. Et moi, c'est là que j'aime vraiment intervenir. Quand on parle de ça, de se reconnecter et de se réconcilier et de revenir
on en reparlait déjà tout à l'heure, c'est revenir quels sont mes besoins. Je m'écoute, moi, à l'intérieur de moi. Mon corps, il sait déjà beaucoup de choses. Hein. Il y a beaucoup de choses qu'il sait. Souvent, il nous dit... Ce qui est difficile, c'est de se mettre à son écoute, puis de se dire de quoi j'ai besoin et est-ce que je vais... comment je vais faire pour respecter mes besoins. Ça va, c'est pas grave. Voilà, donc c'est vrai que c'est vraiment les deux parts avec lesquelles j'aime travailler. Puis quand on avait parlé de créativité, c'était aussi de se dire... C'était quand on avait parlé de la périnatalité, du fait de devenir mère, et puis du fait que le fait d'être mère, j'ai l'impression, en tout cas, c'est une part. En tout cas pour moi, c'est une part de mon identité, mais il y en a d'autres. Et que ce soit dans la périnatalité et dans les douleurs chroniques, quand tu es amené à venir écouter tes besoins, tu es amené à venir à la rencontre de ces parts de toi. Ouais. Qu'est-ce que tu es, qu'est-ce que tu as envie d'être pour être aligné? Et qu'est-ce que tu as envie de venir explorer et exprimer? Donc c'est ça, c'est comment on fait aussi après, surtout dans la vie de famille aussi, là, pour faire vivre chacune de ces parts. Ouais. Encore une fois, de manière équilibrée. De jongler avec ça tous les jours. Puis pas qu'elles deviennent en lutte. Tu sais, même quand tu dis, tu sais, cette part-là, il y a une part de moi qui est mère, pas toute. Tu sais, je suis autre chose. Puis, je trouvais ça beau comment tu le nommais de dire aussi, parce que c'est un rôle qui est souvent vu comme très sacrificiel. J'aime ça, c'est un rôle sacrificiel, mais c'est un rôle sacré, plus que sacrificiel. Mais de dire aussi que quand on passe du temps à se consacrer à notre rôle de mère, on n'est pas en train de se sacrifier. On nourrit cette part-là de nous. Puis non, on peut pas nécessairement nourrir les autres en même temps. Mais comment on fait pour aller nourrir les autres pour que quand on soit dans ce rôle-là de mère, on soit bien, parce qu'on est en train de nourrir cette part-là de nous, tu sais. Mais je pense, en tout cas, c'est vrai qu'on en avait parlé parce que c'était la manière dont je le ressens, mais c'est ce que j'observe aussi quand je vois toutes ces femmes-là depuis plus de 10 ans, puis qui passent par cette étape de la matrescence dont tu parlais. Je pense aussi, comme on le disait tout à l'heure, de la même manière que de s'écouter, écouter ses besoins. C'est pas facile dans la société dans laquelle on vit, parce que ça peut être vu comme quelque chose d'égoïste. Ouais. Donc on parlait du fait que ce soit un acte engagé quelque part, mais je trouve que ça va être pareil pour les différentes parts, dont celle de la maternité aussi. En tout cas, moi, ce que j'ai pu percevoir, vivre, mais aussi observer, c'est qu'il y a une grosse part de culpabilité d'aller investir ces autres parts de soi. Ouais, c'est vrai qu'on a rapidement... Mais en fait, puis tu sais, la culpabilité, elle est nécessaire, elle est utile pour nous réaligner. Quand on ressent de la culpabilité parce qu'on sort ou qu'on va prendre soin de soi, c'est pas une culpabilité nécessaire, là. Tu sais, on est supposé la ressentir, c'est une émotion qui est utile pour te dire « Ok, là, je suis allée trop loin, là, j'ai pas fait ce que je voulais faire, ça, c'était pas aligné avec mes valeurs. » Mais quand tu t'arrêtes pour prendre soin de toi... T'as pas à culpabiliser pour ça. Comme t'as pas à t'excuser quand tu te mets à pleurer. Non, c'est... Ah ouais. Ça, c'est quelque chose que je dis quand même très souvent, parce que c'est souvent que les femmes pleurent ou expriment certaines choses, puis s'excusent d'avoir exprimé ça, ou... T'as pas à t'excuser de ressentir, ou de vouloir nourrir les différentes parts de toi. C'est plutôt te respecter que de vouloir faire ça. Et c'est, je trouve, en tout cas, un bel exemple à donner à tes enfants aussi. Ouais. Puis ils font tellement plus ce qu'ils nous voient faire, bien plus souvent que ce qu'on leur dit. Donc, d'aller incarner ça, de prendre soin de soi. Je trouve ça beau. J'espère que tu me permets, mais quand on s'est parlé la première fois, c'était l'anniversaire de ton garçon. Alors, au moment où je te parlais, tu me disais, ben oui, c'est l'anniversaire de mon garçon, donc je suis allée m'acheter un cadeau. Je suis allée me choisir quelque chose qui me fait du bien. Après tout, il y a 4 ans, j'ai donné la vie. Mon corps a donné la vie. Ça mérite que moi aussi, je le célèbre, tu sais. Je trouvais ça tellement beau. Puis c'est la première fois que j'entendais quelqu'un qui disait ça, qui faisait ça. Puis je trouve que juste si on vient de donner cette idée-là
à plein de femmes comme de s'arrêter puis de se célébrer, elles aussi, qui ont donné la vie, là. Comme, OK, on a au moins transmis une bonne chose. Ouais. Je trouvais tellement ça beau. J'ai jamais eu ce modèle-là. Je l'ai jamais vu. J'ai jamais entendu d'autres femmes dans ma famille en parler non plus. Mais j'ai ressenti ça au premier anniversaire de mon premier garçon. Je me souviens qu'on a fêté son anniversaire et moi, j'avais envie de souffler mes bougies aussi. J'avais dit, mais attends, je viens de passer par une étape tellement intense là. Ah ouais. Une année. Ouais. Où j'ai appris, j'ai essayé en tout cas, je suis devenue maman. Pour moi, en tout cas, ça a été un tel changement dans tout ce que je suis. Puis je trouve que même si tu te fais un cadeau ou pas, moi, à chaque anniversaire de mes enfants, j'y repense. Je repense à cette journée. Ah ouais. J'étais où à cette heure-là? Comment ça s'est passé? Comment il va? Tu sais, c'est comme si c'était une espèce de parenthèse où je faisais un petit peu je me remémorais tout ce par quoi on était passé. Enfin, même si ça se fait au fur et à mesure que les années passent, c'est moins intense, ça se fait sur quelques secondes, mais quand même. Oui, de prendre le temps de voir le chemin parcouru, vraiment. Parce que aussi, la façon dont on se transforme, comme tu dis, là, entre le moment où on a donné naissance puis où on en est maintenant. Oui, parce que, tu sais, c'est ça aussi, parce qu'on a chacune notre histoire. Moi, si je repense à cette journée-là, en soi, il n'y a pas grand-chose qui s'est passé comme je l'aurais souhaité. Par contre, le chemin parcouru, ben là, il y a beaucoup plus de belles choses que je peux voir, que je peux me remémorer, que je peux constater, que je peux, tu sais, que là, je peux voir qu'il y a vraiment un gros parcours puis que ça vaut la peine d'être célébré, justement, d'être souligné. C'est ça, c'est quand je vois quand je parle de célébrer, c'est pas forcément la manière dont ça s'est passé. Parce que, en plus, malheureusement, on parlait de ce que j'observe dans ma pratique. Il y en a des femmes qui sont très heureuses et très fières de la manière dont se sont passés leur accouchement, mais il y en a quand même franchement beaucoup qui n'ont pas ces sentiments-là. Ouais. Donc c'est pas de célébrer la manière dont ça s'est passé, mais tout ce qui a découlé, puis le fait que ce soit il y avait un avant, il y a un après ça. Ouais. Quoi qu'il arrive, quelle que soit la manière dont ça se passe. Et je trouve que tu dois le traverser, c'est tout ça. Tu le traverses de toute façon, quoi qu'il arrive. Le jour se lève et quoi qu'il arrive, tu te lèves pour t'occuper de ton enfant et quoi qu'il arrive, ça continue, c'est quelque chose qui s'inscrit dans le temps. C'est plus célébrer ça, c'est cette espèce de transcendance qui se fait là. Ouais. Puis, t'as envie, c'est ça, tu sais, ta spécialité justement, c'est de la compréhension du corps, de tous ces petits liens, de tous ces mouvements, micro-mouvements que des fois, on n'a même pas l'impression de sentir ou de saisir. T'as envie de nous reconnecter à notre corps, de nous reconnecter à sa valeur, à son importance. Prendre soin de son corps, ça veut pas dire boire 2 litres d'eau par jour et aller courir, là. Je veux dire qu'il y a plusieurs façons de le faire. Ça peut être dans les rituels, ça peut être, tu sais, y a-t-il des choses ou des façons? Ça peut être dans les rituels, comme tu disais, ça peut être aussi, tu sais, je pense à ça, la semaine dernière, je voyais une jeune maman qui vient d'accoucher de son bébé qui a peut-être à peine 1 mois, il me semble, et puis qui me disait « Ah, mais j'ai du mal à rester à ne rien faire. » Et je lui dis « Mais tu ne fais pas rien. C'est ton corps, là, il est en train de... Tu allaites, tu es en train de nourrir un bébé. Quand tu te reposes, ton corps, il fait tout ce qu'il faut pour subvenir aux besoins d'un enfant. Je veux dire, c'est énorme. Ouais. » Donc, il y a souvent quand même cette prise de conscience que j'essaye d'apporter aussi de... C'est pas parce que tu ne fais rien qu'il ne se passe rien. Et souvent, le fait de ne rien faire, justement, c'est permettre qu'il y ait des choses qui se fassent. C'est laisser la place pour qu'il y ait des choses qui arrivent, notamment dans son corps, justement. Le repos, ça fait partie, on parlait de qu'est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte que ça aille mieux. Bah, ne rien faire, déjà, ça peut commencer par là. Ça aussi, j'ai envie de dire que c'est quasiment un acte militant de prôner le repos, de prôner le fait de prendre le temps, de ralentir dans une société de consommation qui va vite, qui veut qu'on performe, se reposer quand on en a besoin. C'est un acte important, là.
C'est ça, puis après, ce que tu disais, ce qui nous aide pas, c'est on donne beaucoup de valeur à ce qui se voit ou ce qui se quantifie. Donc se reposer, Non, on voit pas beaucoup l'effet. voilà, t'as l'impression Tout de qu'il se suite, passe en pas tout cas. grand-chose. Mais justement, c'est là que j'interviens aussi souvent en disant, mais quand tu ne fais rien, tu permets qu'il y ait des choses qui se fassent. Ah, c'est Tu beau, ça. n'entraves pas le processus, quoi. Ouais. Et ça, c'est que le corps, il a sa propre intelligence. Il sait ce qu'il a à faire. Il y a plein de choses qu'il fait très bien. Parfois, il faut juste le laisser. Ouais. Y a-t-il d'autres idées ou suggestions, comme si on a envie d'apporter quelque chose de concret, mais justement, on dirait que je veux pas mettre le mot concret après ce qu'on vient de dire, mais en même temps, des petites idées qu'on peut faire. Tu parlais des rituels, tu vois, par exemple, là, ce que j'ai été acheter pour moi, pour l'anniversaire du 2e, c'était une huile d'amande que je mettais il y a quelques années, et là, ça faisait quelques jours, je ressentais cette huile. Là, je l'avais dans le nez, j'avais besoin d'aller la rechercher. Donc voilà, je l'ai retrouvée. Et l'idée, c'est aussi de prendre ce temps pour se mettre de l'huile de la tête aux pieds. Et dans ces moments-là, ça peut prendre 2-3 minutes. Mais c'est 2-3 minutes où là, tu es disponible pour ce qui se passe à l'intérieur. Tu regardes ton corps, tu le touches. Tu vois, ça peut passer par là, ça peut passer par... Tu sors de la douche, et avant de te rhabiller, tu prends 30 secondes et tu te regardes dans le miroir. Et puis tu peux t'amuser à te poser des questions. Qu'est-ce que je ressens quand je me vois? On parlait aussi du dégoût, du mépris, ce genre de choses. Qu'est-ce que je ressens quand je me vois? Qu'est-ce que ça me fait? Ouais, parce que là, on est comme dans le vouloir prendre soin, puis l'exemple que tu donnes là, j'ai comme l'impression qu'il y en a plusieurs qui font « Ouh, pas sûr que ça va m'apporter du bien-être! » C'est ça. Et c'est pour ça aussi que, quand je disais d'écouter, de se regarder, c'est sans jugement, c'est-à-dire que le corps, il est ce qu'il est. Et à partir du moment où tu vas commencer à y mettre dessus du sentiment, là, du dégoût, ce genre de choses, t'es déjà en train de réfléchir, mais tu peux aussi te demander qu'est-ce qui me permet de faire tous les jours. Ouais. C'est quand même une machine qui fonctionne vraiment bien. C'est ça. Tout à l'heure, tu disais que j'essayais de remettre en avant le corps. Ce que j'aime, c'est aussi le remettre à l'honneur. C'est qu'on oublie tout ce qu'il est capable de faire, puis tout ce qu'il fait tout seul. Ouais. Il nous permet d'être. Il nous permet d'être. Ouais. Il nous permet de vivre. Il digère tout seul. Il transpire tout seul s'il en a besoin. Le cœur bat tout seul s'il est... Il nous permet d'être et il nous permet de ressentir. Il nous permet aussi d'être en relation. Donc c'est aussi se souvenir de tout ça. C'est de prendre ces 30 secondes après la douche pour te dire que tu ressens tout ça aussi grâce à lui. Et je trouve que dans la période justement de la périnatalité avec la grossesse, mais encore plus du postpartum, tout ce que ton corps il peut t'apporter, en plus des douleurs, parce que oui, il peut y en avoir des douleurs. Mais quand on parle du peau à peau, c'est ce contact avec ton bébé, c'est ton corps qui t'apporte ça, là. Ce que tu ressens, la libération d'ocytocine que tu as à ce moment-là, le fait de le sentir, tu reconnais l'odeur de ton bébé. Et tout ça, c'est tes sens, c'est ton corps qui te permet justement d'être dans cette connexion-là, charnelle en fait. Oui, c'est vraiment comme, je sais pas, il y a un peu de magie que le corps fait tout seul, justement, c'est de la science, là, mais tu sais, qui nous apporte quelque chose qu'on a... mais qui est au-delà de ça aussi, là, qui est comme une connexion supérieure à tout ça, là, la connexion de sentir le bébé, le contact. C'est la magie de la maman, là, aussi, là. On le sait, notre bébé, il va pleurer, il va avoir toutes sortes de choses, puis on fait juste le rapprocher, puis tous ses sens sont apaisés par notre simple présence ou notre odeur. Et c'est ce que j'aime beaucoup avec le bébé, c'est que le bébé, c'est un être sensoriel. Il fonctionne avec ses sens. Oui, absolument. C'est comme ça qu'il comprend qu'il est matériel, parce qu'avant, il est dans de l'eau en plus. C'est parce qu'il est au contact justement de son corps avec ta peau qu'il va prendre conscience qu'il a lui-même un corps. Tu vois, tout ça, ça passe par le corps, tout ça. Et tout à l'heure, tu me demandais aussi, je repense à ça, comment faire pour se reconnecter, puis rechanger la vision qu'on peut avoir à son propre corps. C'est d'aller chercher le plaisir. On parlait de la douleur. Mais d'aller chercher qu'est-ce qui nous procure du plaisir, qu'est-ce qui nous fait du bien. Donc ça peut être l'odeur, ça peut être un câlin. Avec ses enfants, ça fait tellement de bien aussi, bien connecté. Pour certains, ça va être écouter de la musique, une musique qui leur fait du bien.
Pour d'autres, ça va être, je sais pas, ça peut passer souvent par les sens quand même. Oui, c'est vrai, dans le fond, Mais tu te dis, mais de la musique, ça me paraît c'est très personnel, mais ça me paraît Ça te quelque chose paraît à loin l'extérieur du mais c'est corps, ton mais corps c'est qui pas... te Mais permet oui, c'est ça, c'est à d'accéder travers à mes la sens. musique. C'est bien de base, dans le fond, de métier. Ouais. C'est ça, ça peut être de la chaleur, il y en a qui aiment mettre des bouillottes, Ah ouais. ça peut être plein de choses, mais d'aller chercher le plaisir. Mhm. Puis ça va aussi avec la notion de bien-être, De là, tout ce bien-être, qui c'est nous ça. accorde Mais du en fait, bien-être. c'est d'aller identifier, c'est un travail ça, hein. Mhm. J'identifie qu'est-ce qui me convient à moi. Ça veut dire prendre un petit peu de temps pour l'investiguer, pour Oui. l'écouter. Puis Donc, l'assumer. l'assumer, donc ça veut dire aussi revenir à ce qu'on se disait tout à l'heure, prendre ce temps-là pour nous. Mhm. Ouais, D'aller parce qu'il faut chercher faire tout des ça. tests. Faut Faut faire des essayer. tests, faut expérimenter. Ouais. Comme un enfant qui va apprendre à marcher, qui va développer sa motricité libre, il expérimente. Ça marche. Puis une fois qu'il fait... Ça marche pas. Il Ah ouais. tombe, mais c'est comme ça qu'il apprend que ça marche pas. Il a expérimenté. Ouais. Et c'est pareil pour nous. Tu peux essayer de mentaliser, mais fais-le, essaye. Ouais. Puis ça te permet aussi de prendre un petit peu de recul sur la vie, j'ai envie de dire. Parfois, de te dire, tiens, ça va être un jeu. Je vais essayer ça. Puis peut-être ça marchera pas du tout. Ah ouais. Je l'aurais testé. Et puis quoi? Qu'est-ce que ça fait? C'est vrai, je suis en train de lire Tout le monde aime danser de Chloé Rochette, que j'adore. C'est vraiment une super lecture. En plus, avec le corps et le mouvement, je suis sûre que tu aimerais. Puis, elle parle vraiment de ça, d'aborder la vie comme un jeu. Puis, c'est Mary Poppins, je pense, là, tu sais, qui dit qu'il y a toujours un aspect de jeu dans tout dans la vie, puis que quand on le trouve, dans le fond, on transforme tout aspect de la vie en jeu, tu sais. Mais je trouve ça magnifique de se dire qu'on pourrait, par le jeu, aller à la rencontre de soi. Tu sais, puis de s'accorder des moments de jeu. Moi qui veux tant valoriser le jeu pour les enfants, mais de se reconnecter, nous, à ces moments-là de jeu pour aller découvrir qu'est-ce qui nous fait du bien. Est-ce que c'est les odeurs, mais dans le savon que j'utilise, ou l'odeur particulièrement qui va être dégagée par une huile essentielle dans la maison? Est-ce que moi, je sais que je suis agressée par plusieurs lumières. Mettons, le matin, là, allume pas la lumière principale, là. Mon fils, l'autre fois, il a dit à mon chum, « Papa, on dirait que tu viens d'allumer le soleil, genre, calme-toi un peu, là. » Genre, se sentait que ça l'agressait autant que moi. Mais tu sais, toutes ces petites choses-là, c'est d'aller à la découverte, puis de se laisser plein de possibilités aussi, là. Puis pas par ce qui est véhiculé dans des produits à vendre ou autre, tu sais, de se laisser plein de possibilités aussi, tu sais, juste pour odeur, ça peut être tellement de choses, ça peut être une huile que toi tu portes, ça peut être sur un bracelet, on en a chacun, mais oui, il y a avec la perle, l'odeur est transportée par le bracelet, le savon, l'huile, tu sais, il y a comme juste pour un de ces sens, les sens, mais là, ce dont tu parles aussi, c'est les textures, tu peux t'amuser à aller chercher ces textures-là, et puis après, parce qu'on parlait de l'expérimentation, donc c'est ce qui permet l'apprentissage. C'est parce que tu expérimentes, justement, que tu apprends, puis qu'après tu te dis, c'est bon pour moi ou pas bon pour moi, puis peut-être tout de suite, peut-être que plus tard, tu as le droit de réexpérimenter des choses aussi. Plus tard, c'est peut-être pas le moment. Mais après, ça te permet aussi de mettre en place ce qui te fait du bien. On parlait des douleurs chroniques, mais ça, c'est quelque chose qu'on peut utiliser aussi, par exemple, quand tu vas avoir des crises, et qu'on a comme programmé le fait qu'un moment de bien-être pour moi, je sais utiliser cette huile d'amande là, et de mettre telle musique. Et je programme ça en dehors des crises, c'est-à-dire que je vais répéter ces moments-là où je mets en place ces différents facteurs et je ressens à l'intérieur de moi le plaisir et le bien-être. Et quand je vais être en moment de crise, où là, il faut laisser le cerveau complètement en repos. Tu parles de crise de douleur pour les douleurs chroniques. Tu vas aller rechercher ça, tu te remets dans ces conditions, puis là, ça passe directement là où il faut pour venir chercher l'émotion. Est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? Mais oui, puis on le sait que le cerveau, il se prédispose comme ça. Il y en a qui le font. C'est pas pour rien que les enfants ont tant besoin de routine puis de rituels aussi. C'est qu'ils savent ce qui s'en vient, puis c'est apaisant. On peut le faire nous aussi pour le travail, mais nous aussi, on a le droit d'avoir nos routines puis des choses qui nous font du bien puis que c'est apaisant. Ça fait pas obligé de finir à 6 ans et demi, ça, là. Dans le fond, c'est apaisant. Pour ce qui est bon pour eux est bon pour nous aussi, la plupart du temps, tu sais. Fait que d'aller, tu sais, on le fait, moi je le faisais pour le travail quand je m'installais pour une période d'écriture. J'avais comme une huile essentielle que je mettais dans mon diffuseur avec une liste de musique, puis tu sais, comme c'est cette combinaison-là. Tu te mets en condition, c'est ça. Je savais que ça allait m'amener dans une
tu sais, dans un état plus disposé au travail. Mais de se faire, pourquoi on se ferait pas ça, une routine de dos pour nous aussi, là? Tu sais, d'avoir soit la couverture chaude, l'huile, le livre 10-5 minutes, tu sais, d'avoir, nous aussi, plein de rituels à plein de petits moments dans la journée qui nous ramènent dans juste nos sens, puis que ça fait du bien à personne d'autre qu'à nous-mêmes. Puis en même temps, là, ça a l'air égoïste, puis on dirait que je cherche à le justifier. Tu sais, je cherche à faire, ben là, tu sais, si tu prends soin de toi, tu vas pouvoir prendre soin des autres. Ce qui est vrai, mais c'est même pas nécessaire. Ça, c'est un point qu'on aborde aussi souvent quand je parle des douleurs chroniques, ou même d'ailleurs dans le postpartum, où je dis, on écoute ses besoins, on les identifie, on peut les exprimer, on n'a pas à se justifier. On n'a pas à se justifier de ce dont on a besoin. On affirme ce dont on a besoin. Voilà. Après, ça va être dans la relation à l'autre que là, il faut aussi se positionner. Et puis, tu peux exprimer tes besoins. Et si tu as besoin, justement, d'obtenir quelque chose de la part de quelqu'un d'autre, alors il faut apprendre à verbaliser ce dont on a besoin. Mais ça, c'est encore un autre travail. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est ne pas partir dans la justification. Un besoin, c'est un fait. Ouais. Toi, en ce moment, tu as besoin de ça. Puis c'est tout. Voilà. C'est légitime comme ça. C'est ça. Ouais, c'est fou de ne pas avoir à se justifier. On a tellement tous tendance à faire ça. Là. Mais là, et puis on en revient à ce dont on parlait tout à l'heure avec les différentes parts de soi, les accepter et puis les investiguer sans la culpabilité dont on parlait aussi. Ça revient à ça aussi, la justification. Ouais. Puis ça met je sais pas, on dirait que je sais pas si ça va être exprimé clairement, là, mais d'aller prendre le temps de nourrir chaque part de soi, ça met pas le bonheur sur une seule part aussi, comme si c'est comme si je suis devenue mère, donc mon rôle de mère devrait me rendre complètement heureuse et comblée. Mais si je suis plein d'autres choses, ben la journée que ça va être plus difficile dans ma part mère, ben je pourrais essayer d'aller nourrir aussi une autre part, puis me sentir bien là, puis ben demain sera une nouvelle journée, puis on verra, puis on se reprend, puis on repart à neuf. Mais tu sais, si je bâtis tout sur une seule chose, puis en ce moment, c'est beaucoup ça, c'est soit le professionnel, puis c'est la conciliation travail-famille. Et c'est ça. Le couple, on sait pas trop ce qu'il est. Puis ce que t'étais avant, on sait pas trop ce qui s'est rendu non plus. Fait que d'aller retrouver cet équilibre-là à travers toutes les parts, ça augmente les chances de bonheur aussi. Il peut y avoir plus de risques aussi. Mais tu sais, si on y va avec cette attitude-là de jeu, de découverte, j'ai envie de te demander, toi, y a-t-il quelque chose que t'as redécouvert ou que tu t'es... Je t'avais pas préparé. Après quoi? Oui, après la maternité. Ah, ben là, à peu près tout. Une chose. Tout? Ah ouais, OK. Ça a vraiment été... Non, clairement, moi, le premier postpartum, ça a été un grand chamboulement pour moi. Okay. Énorme. Et vraiment, le postpartum, parce que la grossesse, ça m'a pas tant posé de questions. Mais alors, le postpartum, oui, vraiment. Ça a redéfini beaucoup de choses. Bah, déjà, ma vie professionnelle, comme on le disait tout à l'heure, j'avais tellement de questions. Ouais. Je me sentais dans un océan d'interrogations. Où j'avais rien, où je pouvais me raccrocher là. J'avais vraiment beaucoup de questions. Donc j'ai voulu aller chercher des réponses, en tout cas des éléments de réponse, parce qu'après c'est pareil, tu trouves des informations, puis t'en fais un petit peu ce que tu veux par rapport à tes valeurs et ta réalité aussi. Ouais. Puis à la base, quand tu dis postpartum, là, on dirait qu'on pense à la dépression postpartum ou on pense à tout ce qui suit là, immédiatement après l'accouchement, mais je pense que tu me nommais que ça dure comme 3 ans, en fait, cette période-là, réalistement. Beaucoup le disent. Okay, beaucoup le disent. Ouais, après, ça dépend aussi de chacun, mais beaucoup le disent. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas juste les premières semaines. Hein. C'est ça. C'est qu'on sait qu'il y a beaucoup de modifications, même psychiques, qui se font jusqu'à 2 ans après la naissance de l'enfant. Ah oui. On sait qu'on retrouve des hormones de grossesse jusqu'à 18 mois après la naissance de l'enfant. Puis là, on parle même pas de quand il y a un allaitement qui perdure. Tu sais, c'est fou parce que tu sais, même ça, puis j'ai l'impression qu'on en parle comme, OK, il faut qu'on aille défendre le 4e trimestre, que l'enfant sait pas encore qu'il est une personne distincte de sa maman. Puis j'ai l'impression que c'est encore pour plusieurs très nouveau d'entendre ça, donc il faut encore aller comme
pas tu sais, Mmh. défendre ça, là. OK, c'est vrai, il existe quelque chose là dans le 4e Mmh. trimestre, donc t'es encore plongé vraiment à fond dans toute cette nouveauté. Mais c'est pas là que ça se termine. Même Non. ça, c'est bien après. Ça dure. Je dirais qu'en fait, le 4e trimestre de grossesse, bah, justement, c'est la suite de la grossesse. Mm. Et OK, on c'est en même parle pas comme aussi. le début pour toi de... Ouais, OK, je Parce que comprends ce ce que que tu je veux veux dire. dire, tu sais, on parle aussi du fait que le bébé, il est pas tout à fait mature d'ailleurs, hein, quand il Mhm. sort du ventre de sa maman. Non. Il ferait bien 3 mois de plus, sauf que le corps de la femme ne peut Ouais, pas non, supporter 3 mois de plus. effectivement. Mais son tube digestif est pas tout à fait mature, son système nerveux l'est pas non plus. Donc en fait, c'est aussi pour ça qu'on dit que avant les 3 premiers mois, il y a même pas d'histoire de rituel ou de quoi que ce soit. Tu réponds simplement aux besoins comme s'il était encore dans ton ventre. Il y a des bébés qui ont encore besoin d'être emmaillotés. Ils ont besoin, certains, d'aller rechercher ce qu'ils connaissaient dans le monde du terrain. Et donc ça me fait penser à ça par rapport au bébé. Et puis, je sais même plus ce que je te disais par rapport au On 4e parlait, trimestre. oui, puis du postpartum, en fait, parce que j'ai l'impression que juste le postpartum, tu sais, ça dure jusqu'au 4e Ah oui, et trimestre, puis mais c'est ça qu'en que je fait, voulais c'est te même dire aussi, plus ouais, long. c'est ça. On parle de plus en plus du mois d'or. Ah, Je sais pas OK. si tu en as déjà entendu Non. parler. Le mois d'or, dans beaucoup de traditions, c'est les 42 jours qui suivent la naissance de l'enfant, ou dans beaucoup de cultures, en fait, tout est mis en place pour que la mère puisse avoir une période de récupération, développer son allaitement et le lien avec le bébé. Ouais. Voilà. Donc de plus en plus, on en parle. Là, il y a un livre qui est sorti là-dessus, puis il y a un groupe sur Facebook aussi. Euh, donc, si tu prends en compte ça, le fait que le bébé soit pas tout à fait mature, puis ces 42 jours dont on parle dans beaucoup de cultures, tu te dis bah, qu'effectivement, 3 mois après l'accouchement, pas tout à fait prêt encore à reprendre, si toutefois un jour on le peut, sa vie d'avant. Parce que ça, Ouais, ce qui est non, sûr, c'est qu'il y a des choses qui changent. Et c'est ça, après, ben, on en parlait, toutes les modifications qui durent dans le temps. Et puis ça se fait au fur et à mesure aussi que bébé devient de plus en plus un être autonome. Mm. Et puis qu'il y a une séparation qui se fait entre le corps du bébé puis le corps de la mère. Ouais. Puis on en revient à la notion du corps. C'est comme l'allaitement en fait, hein, c'est ça, c'est que quand même, une fois que quand tu as un allaitement exclusif comme ça, il y a encore un lien charnel qui est très puissant. Ben oui, absolument. Tout le temps au corps. Et quand l'allaitement se termine, c'est aussi le moment où il y a où il y a encore des modifications hormonales et où la femme va le ressentir dans son corps. Ou alors Alors? elle arrête de sécréter de la relaxine, par exemple, mais il n'y a pas que Ah ça, ouais. qui fait que voilà, elle reprend possession de son corps. Oui. Fait que là, c'est presque, en fait, à ce moment-là, que ça, c'est logique, là, si on y va de même, qu'elle se remette à se questionner ou à vouloir prendre soin ou à redécouvrir certaines parts. Puis bon, comme Bah, maintenant que j'ai un petit peu plus d'espace à moi-même ou que... c'est vrai que souvent ça arrive comme ça, de cette manière assez synchrone, là, le moment où on reprend de plus en plus le pas sur son corps, on reprend la possession de son corps, bah du coup, et finalement il y a beaucoup d'énergie qui se libère. Là, Mhm. j'ai beaucoup de place, je vais dire. Qu'est-ce que Ouais. je vais faire maintenant de toute cette énergie que j'ai donnée pour nourrir un autre être humain? Tout ça, c'est disponible. Toute cette part-là commence à se réouvrir aussi. Qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Et Ouais. ça peut être arrive au même moment justement que l'arrêt de l'allaitement, mais ça dépend. Ça OK. dépend des femmes, ça dépend de leur histoire, ça dépend de leur histoire avant d'avoir un bébé, ça dépend de leur histoire avec ce bébé, ça Hmm. dépend. Puis si on a envie de normaliser certaines choses, là, tu sais, y a-tu des questionnements ou des, je sais pas, des situations, phrases que t'entends régulièrement? Je sais pas, je pense à, tu sais, justement, là, au fait d'avoir l'impression que ta vie, elle reviendra jamais comme avant. Mmh. D'avoir, ben, au début, perdu possession de ton corps. Fait qu'après ça, j'imagine que la recherche Mmh. de, tu sais, mieux comprendre ou de se sentir différente dans son corps. Ça, je pense que j'ai comme l'impression que ça revient pas tant que ça. Tu sais, ton corps, il a Mmh. fait quelque chose qui est exceptionnel, puis que ça reviendra pas, là, genre, je sais Non, pas. c'est ça, c'est vrai que souvent on peut entendre que j'ai envie de retrouver mon corps d'avant ou j'ai envie de me retrouver comme j'étais avant. Mais comme on le disait tout à l'heure, il y a un avant et il y a un après. Hum. Dans l'apparence, oui, mais c'est comme plus... Puis, tu sais, même, ce serait normal là, de pas retrouver ton corps d'avant, slash juste apparence, mais
il y a un rôle, il y a, il y a Il comme s'est quelque passé chose que quelque chose là, on tu peut sais, pas faire comme si c'était rien Bah passé. non, non, mais c'est souvent quand, par contre, c'est là que ça devient important de verbaliser. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis que tu veux retrouver ton corps d'avant? C'est OK. quoi que tu veux dire par là? Mmh. C'est quoi? C'est quoi que tu cherches? Parce que si c'est retrouver le fait de te sentir bien dans ton corps, tu le retrouveras. Ah oui, 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 OK. Ce sera peut-être pas le même équilibre que celui que tu avais avant. Ouais. Comme tous tes équilibres sont pas les mêmes que ceux que tu avais avant. Ah ça, j'ai comme j'ai envie de... Tu sais, si ça a résonné pour les gens, là, ça me semble que ça doit être un bel exercice à faire, là. Tu sais, prendre un moment à l'écrit, puis de se pencher sur cette question-là. Qu'est-ce que ça veut dire vouloir retrouver son corps d'avant? Fait qu'au final, est-ce que c'est le bien-être ou le confort ou le fait d'être à l'aise ou, tu sais, tout ça que tu veux rechercher ou c'est une question d'apparence? Est-ce que... Puis c'est légitime aussi, là, tu sais, d'avoir certaines, je sais pas, exigences envers soi-même ou si ça vient de toi. Mmh. Si c'est juste parce que tu la sens de l'extérieur ou de la société, c'est autre chose, mais de prendre le temps de répondre à cette question-là, j'ai l'impression que c'est un bel exercice. C'est ça, puis c'est quand même, on disait qu'il y a un changement physique qui est intense, qui est, qui est profond, puis qui est intime. Mmh. Moi, j'aime bien, ce mot de l'intimité là. Parce qu'on peut penser aux parties intimes, parce que c'est quand même aussi Ouais, là qu'il se passe beaucoup de choses. quand même, oui. Mais aussi, bah, ton intimité, c'est ça, c'est l'intimité, c'est qu'est-ce qui est important pour toi et puis qu'est-ce que tu veux faire pour toi? On parlait de justification, tu même pas à justifier non plus. Qu'est-ce qui est bon pour toi que ça peut faire partie de ton intimité, tu pas obligé de le dire non plus. Mmh. Tu Ouais. pas obligé d'être complètement transparente, on avait eu cette Ouais. discussion-là, mais c'est ça, c'est cette question-là, qu'est-ce que ça veut dire être bien dans mon corps avant? Tu peux aussi te la garder pour toi et puis, mettre en place ou pas en fonction de si tu es prête ou pas, ce qui va être bon pour toi dans ta vie ou choisir de te dire: «Bah, là, pour l'instant, j'ai pas envie de le faire, que je le ferai plus tard». Oui, mais c'est déjà prendre conscience. Ouais, c'est ça. Ou ça arrive, moi, dans la vie, que je fais comme, OK, en ce moment, je réalise que ça m'énerve. Tu sais, je pense Ça, à va ça, falloir que je le ouais, gère, mais je pas pense à là. ça par rapport à la rééducation du périnée. Ouais. On en parle beaucoup justement après l'accouchement, il faut faire une rééducation du périnée, c'est important parce que pour la reprise du sport, c'est important parce que sinon tu peux pas faire des abdos, tu risques d'appuyer sur ton périnée. Oui, mais c'est pas toujours évident, une Mmh. fois que tu as passé par l'accouchement, de revenir te mettre sur une table Ouais. et qu'on vienne réinvestiguer cette zone, bah, tu Mmh. as peut-être besoin d'un peu plus de temps. Ouais, effectivement. Et si pour toi, c'est ça le bon timing, bah, c'est ton timing. Mmh. Tu le sais, on te l'a dit, tu le Ouais. sais, tu vas le ressentir. Tu le sais, c'est dans un coin de ta tête, bah, à un moment, peut-être que quand tu seras prête, tu y retourneras et puis clairement, pour faire la rééducation périnéale, tu as toute la vie, hein. OK. Déjà, c'est une bonne nouvelle. C'est ça, c'est que parfois j'en parle aussi à des femmes, même, tu sais, en période périménopause où Ouais. on parle on demande est-ce qu'il y a des incontinences, par exemple, des fuites quand on rit, quand on tousse, quand on éternue? Ah bah oui, mais c'est comme si c'était une fatalité et je vais vivre avec ça et puis c'est comme ça parce que, Ah. je vieillis, tu sais. Ouais, comme s'il Mais avait pas réussi à l'empêcher, donc là, elles sont prises avec. bah, soit ça peut apparaître aussi plus tard, hein. Tu Oui, sais, la oui, c'est ça. ménopause, c'est encore un gros changement là, où ton Oui, corps change encore énormément. Là, il y aura absolument. un gros sujet de discussion aussi là-dessus, parce que de la même manière que le postpartum, heu, c'est ça reste assez invisibilisé Mmh. et il y a pourtant énormément de choses qui se font là. On parlait aussi de modification de l'identité, là, de crise Oui. identitaire, mais ça peut aussi arriver à ce moment-là. C'est des moments de passage dans la vie d'une femme et c'est ça, donc ça peut-être que ça s'était installé puis qu'en fait c'est toujours resté, mais peut-être aussi que c'est apparu, au moment de la périménopause puis qu'on se dit: «Bon, bah, de toute façon c'est comme ça et puis de toute façon je vieillis et puis de toute façon c'est» ça c'est aussi un Ouais. discours que j'entends et là j'interviens aussi quand je peux là, justement pour dire: «Mais il est jamais trop tard pour faire la rééducation». Si aujourd'hui c'est quelque chose qui vous gêne, qui vous handicape, qu'on s'empêche de rire, qu'on veut pas sortir parce qu'il faut mettre des protections, bah, peut-être que là, ce serait bien de faire une petite rééducation. Ouais. Parce que ça a pas de prix, de se sentir bien quand on rit, Non, c'est quand ça. même. Mais c'est ça le message qu'on voulait passer aujourd'hui de, tu sais, il est jamais trop tard, puis ça sera au moment où ça vous conviendra. Mais c'est important qu'on en parle, c'est important qu'on le normalise, qu'on rende ça légitime, de prendre soin de la santé des femmes, de vous donner envie
de prendre soin de vous, de créer des rituels, d'aller, j'ai aimé ça, d'aller en mode jeu, là, à la découverte de soi pour aller trouver qu'est-ce qui vous fait sentir bien, qui vous fait revenir dans votre corps. Revenir dans votre corps, c'est pas nécessairement, tu sais, on entend beaucoup parler de méditation, pleine conscience et tout. Ça peut être un outil formidable. On va peut-être même penser à quelque chose ensemble, mais ça peut prendre plein de formes. Ce qui est important, c'est de s'accorder le temps pour aller découvrir ce qui nous fait du bien. Puis je le vois vraiment comme un outil, comme tu disais tantôt, tu parlais par rapport aux crises de douleur quand les gens ont une maladie chronique. Mais dans le fond, pour n'importe qui a besoin d'un ancrage, quand tu as ta petite routine, que tu le sais, là, que tu mets cette odeur-là, et tu fais chauffer telle affaire, puis, tu sais, un thé, ton petit trio, machin, que tu le sais que ça fait du bien. Je trouve que ça se prête très bien pour tout ce qui est l'anxiété aussi. Oui. Tu veux recalmer un peu ton système nerveux autonome, là, pour revenir à la base. Absolument. Et puis oui, t'ancrer, en fait, c'est ça ce que tu dis. Oui, c'est ça. Trouver un ancrage pour revenir dans notre corps, dans ce qu'il est, dans toute sa valeur, dans toute son importance. C'est pas mal le message qu'on voulait passer aujourd'hui. Et puis, pour reprendre ce que tu disais, on a parlé du postpartum, on a parlé des douleurs chroniques, on a parlé aussi de la ménopause. Il peut y avoir plein d'autres moments. Il peut y avoir des traumas, il peut y avoir plein d'autres histoires. Le tout, c'est de savoir identifier. Donc c'est vrai qu'on peut l'identifier aussi quand on en a parlé. On parlait des fuites urinaires, mais il y a plein d'autres choses comme ça. Des douleurs de périnée, bref. Et puis d'identifier son besoin et puis d'avoir des outils pour y répondre et de choisir quand est-ce qu'on va y aller, mais de choisir nous, si c'est important pour nous ou pas, et de ne pas laisser la petite voix qui aurait tendance à banaliser les inconforts. Oui. Ouais, je comprends. T'as l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui font comme « Ah, c'est pas si grave, là, mais on peut vivre avec. » Oui, même gens, mais même la médecine pendant très longtemps. Qu'une femme ait mal pendant ses règles, c'était normal. Oui, effectivement. Voilà, qu'elle se sente complètement à côté de ses pompes en postpartum, c'était normal. Voilà, qu'il y ait des fuites urinaires pendant la ménopause, bon bah, vous êtes ménopausée. Non. Mais si pour toi, c'est quelque chose qui impacte ta qualité de vie, il y a des choses qui peuvent être faites. C'est ça. Ouais, c'est super important. C'est un beau message. Parce que j'ai l'impression là qu'on vient de faire un bon tour ensemble, une belle boucle. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on aurait oublié de nommer ou quelque chose que tu avais envie de redire ou t'es bien avec ça aussi? Je pense que je suis bien. C'est bon, ça! Merci Laura. À toi. J'espère vraiment que toutes les femmes qui nous ont écoutées vont s'être senties justement vues, puis qu'elles vont avoir l'élan maintenant ou plus tard de s'arrêter un instant pour prendre soin d'elles, pour reconnaître que leur corps est important, qu'il y a de la valeur, qui leur permet de faire des choses extraordinaires, qu'elles aient enfanté ou pas. Puis d'aller, là, c'est ça, à la découverte de ce qui leur fait du bien, le bien-être individuel au service du collectif après, mais que juste ça, c'est suffisant. Vouloir prendre soin de soi, s'arrêter, le repos, c'est nécessaire, puis c'est valide. Voilà. Parfait, belle conclusion. Merci Laura. Merci.